Virtuel, c'est le premier centre de recherche au Canada qui s'intéresse à l'étude de l'apprentissage de l'histoire par les technologies. Le laboratoire a été créé officiellement en 2011 grâce à une subvention conjointe de la Fondation canadienne pour l'innovation et du programme ontarien de recherche pour Ontario Research Fund, correct? ORF, de la Fondation ontarienne pour la subvention de recherche pour la création d'infrastructures. Donc, c'est un laboratoire qui a été mis sur pied conjointement avec la Fondation pour l'innovation, l'Ontario Research Fund, la Faculté d'éducation et l'Université d'Ottawa. Le laboratoire est situé au Lamoureux, donc ceux qui étaient en pause de l'autre côté, donc on est situé au Lamoureux, troisième étage au 308. Le laboratoire fonctionne avec une équipe, donc on a, en tant que moi, le chercheur principal, une équipe de chercheurs associés qui travaillent au laboratoire. On a une équipe de chercheurs en histoire et en didactique au sein du centre. Ces chercheurs-là sont Nicolas Hennefock, Ruby Heath, on a Sharon Cook, on a aussi d'autres chercheurs associés de l'université, mais également de d'autres universités avec qui on travaille, dont un collègue à l'Université Laval. Et on a une équipe d'étudiants, étudiants de premier cycle et aussi étudiants gradués. Et en tant qu'étudiant gradué, il y en a deux ici présents. Julie Corrigan, qui est étudiant au doctorat à l'Université d'Ottawa. Sergio Mendez est un étudiant étranger qui est venu passer un stage ici à l'université. On a d'autres étudiants aussi qui sont dans le programme, notamment des étudiants de premier cycle. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le nouveau programme qui a été créé par le vice-rectorat à la recherche. Ça s'appelle en anglais Europe. En français, c'est PIRCP. Un programme d'initiation à la recherche pour les étudiants de premier cycle. Donc, à chaque année, on accueille au laboratoire des étudiants. On en a 2 par année qui viennent travailler avec nous au laboratoire. On en a eu 2 l'année dernière. On en a 2 cette année encore qui viennent travailler avec nous sur différents aspects de l'apprentissage historique et le développement de ressources dans le domaine de l'enseignement de l'histoire. Donc, on a une équipe en place. Et on a aussi, pour le laboratoire, une entente. C'était la première entente faite à l'université avec les services informatiques, CCS. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une entente avec CCS et ils nous offrent le support technique pour opérer le laboratoire. Donc, on a des techniciens formés au laboratoire qui proviennent de CCS. Donc, nous, on finance les techniciens et eux travaillent à ce moment-là à appuyer l'équipe de recherche du laboratoire. Donc, c'est notre laboratoire qui est en place. Ce que je veux faire aujourd'hui, après avoir parlé avec Richard, comment organiser la présentation, c'est qu'à un moment donné, je ne savais pas trop dans quelle direction aller, étant donné que ce n'est pas nécessairement pour des gens de mon domaine, c'est ouvert à l'ensemble de l'université. Donc, je vais vous parler de 3 choses. Where's the VH Lab coming from? Donc, quelle est l'idée derrière la création du laboratoire? D'où est-ce que ça vient? How did we get there? Comment est-ce qu'on a créé le laboratoire? Et qu'est-ce qui était l'élément qui permettait de regrouper les intérêts au laboratoire? Et troisièmement, qu'est-ce qu'on fait? What do we do in this lab? Okay? That we have spent over $500,000, then we need to do something. Exactly. What do we do in there? Donc, la première chose, where is the VH Lab coming from? Les technologies ont modifié radicalement notre façon de conduire des recherches et d'enseigner, particulièrement dans le domaine de l'histoire. On pense souvent que les technologies sont liées à certains domaines spécifiques. Par exemple, la géographie. On s'imagine en géographie, par exemple, avec des moteurs comme Google Earth, Google Maps, MapQuest. Il y a plein de logiciels qui sont créés qui vont directement lier l'intérêt de la matière. C'est la même chose en sciences. Il y a des domaines, je parlais tout à l'heure en chimie, il y a des domaines où est-ce que souvent la technologie va être liée directement avec une application dans le domaine disciplinaire. Par contre, en histoire, on n'a pas tendance à penser que la technologie va avoir
un intérêt pour faire des recherches, mais aussi pour enseigner l'histoire. C'est pour ça un peu qu'on a joué dans le thème du labo, Where the Past Meets the Future. L'idée est que souvent, là, nous, en histoire, on travaille avec le passé. The past is dead. So why would technology be any helpful to study dead people? Donc, l'idée, c'est que la technologie peut enfin, et plus qu'on pense, être un outil très important pour étudier le passé. Depuis environ une quinzaine d'années, il y a beaucoup de recherches et de publications qui se font dans le domaine de ce qu'on appelle en anglais Digital History. History in the Digital Age. Et l'idée derrière tout ça, c'est que souvent, dans des domaines comme les sciences, on a besoin d'un environnement pour performer, pour faire des recherches, puis aussi pratiquer les étudiants. Par exemple, si vous êtes en chimie, well, in chemistry, you need some kind of a lab in order to be able to do your work. You also need students to be able to practice learning by doing. So you need equipment, you need chemicals, you need all sorts of different material in order to conduct this. But in history, what kind of material in the lab do you need in order to perform it? Most of the time, historians work in archive, in places with dust, dark spots where there is no really physical space to accommodate this in a classroom or in the lab per se. So technology can actually help bring the past in the life of the researcher and the students right into the classroom by taking what is often remote and unavailable to the public in a more democratic way and accessible way to the researcher and also the students right from the tip of the fingers of your computer. So in the past, conducting historical work would require a lot of time planning and research trip to the places where those materials are archived. Think about Library and Archives Canada, think about museums, or even more privately, think about attics, places in your homes, in the basement where people store their material. Now with technology, we can actually, in some ways, not in every way, but in some way, help close the gap between where the archives are located and where the researcher is located. I did, for the lab, I'll show you a little later, we have a program called the Virtual Historian, which is a program to teach history in the school. And we conducted one case study that can be used by teachers on the October crisis in 1970 in Canada. Some of the archival material was actually in England, in the British archives. Well, I didn't have to go to London, in Surrey actually, to do all of the work. I just went online, placed a request, got in touch with an archivist, and within 2 weeks, he had located for me the material I wanted. And within 2 weeks, the material was digitized, sent to me in PDF for the cheap amount of £15 per page. So that's the price of conducting research with technology. But the idea here is that you don't necessarily have to physically go there any longer to do the work. It's possible at a distance that researchers can collect and do the work at a distance. Donc, le lab vient de cette idée-là qu'en histoire, de plus en plus, il y a la possibilité d'utiliser la technologie pour aider les recherches, mais aussi l'apprentissage de l'histoire. L'idée aussi, c'est que la technologie est de plus en plus présente au plan de l'éducation, dans la vie même des étudiants. Les étudiants à qui on enseigne, dans nos universités, dans nos écoles, c'est ce qu'on pourrait appeler, en anglais, ils les appellent les natifs du numérique, the digital natives. C'est des étudiants qui sont nés avec la révolution technologique des années 90. Donc, la majorité peut-être d'entre vous est allée à l'école, à l'université, à un moment où est-ce que la technologie n'était pas présente ou venait d'arriver. Moi, quand j'ai fait mes études de premier cycle, il n'y avait pas l'Internet. Donc, il n'y avait pas possibilité de faire des recherches. Il y avait quand même un ordinateur pour avoir accès au catalogue, mais je me rappelle encore de voir à la bibliothèque de l'université le catalogue
qui étaient sur des cartes, des fiches. On ouvrait le tiroir, puis on cherchait dans les fiches pour trouver la notice, etc. Ça a comme disparu. Si vous allez ici à l'université, à la bibliothèque, là, tout ça a disparu. Donc, les étudiants ne font plus de recherche de la même façon. Ils utilisent aussi la technologie beaucoup dans leur vie personnelle. Et donc, quand on enseigne, souvent, ce qu'on dit aux étudiants, c'est toute la technologie que vous avez dans vos vies, que ce soit un cellulaire, un laptop, un ordinateur, laissez ça de côté. Quand vous venez dans la classe, là, maintenant, on va étudier. Donc, c'est comme si on déconnectait l'usage que les jeunes font de la technologie avec l'enseignement qu'on fait en salle de classe. Il y a encore beaucoup de mes collègues qui enseignent sans technologie ou qui ont la technologie mais ne savent pas nécessairement comment l'intégrer avec l'usage qu'en font les étudiants. Et ça, c'est un problème. Particulièrement quand on pense que dans des domaines comme l'histoire, il y a beaucoup de possibilités à enseigner l'histoire par les technologies. On a fait d'ailleurs une étude avec des étudiants universitaires, donc ici à l'Université d'Ottawa. L'étude a été faite avec des étudiants particulièrement qui se destinaient à la formation, à l'enseignement, donc des futurs enseignants d'histoire. Julie a fait le questionnaire qu'on a utilisé. C'est d'ailleurs un des tableaux qui vient d'un article qu'on vient de publier dans le Nordic Journal of Digital Literacy. Et ici, je vous donne juste un exemple. On leur a posé des questions par rapport à leur utilisation de la technologie en tant qu'étudiant universitaire pour deux choses. Le travail ou l'école, so university or work, puis pour usage personnel, récréatif. Donc, ce qui est en rouge, c'est récréatif, et ce qui est en bleu, c'est pour les usages en tant qu'étudiant ou en tant que personne employée pour faire du travail. Et on voit que, dépendamment des différents types d'usages, il y a des variations importantes entre les deux. University Library System, évidemment qu'on l'utilise beaucoup. Percentage who use technology weekly or more. En bleu, c'est pour le travail. Donc, ceux qui en avaient besoin de faire leurs travaux de recherche ou qui en avaient besoin pour consulter du matériel directement en tant qu'étudiant dans des cours. Et là, après ça, on voit qu'il y a différentes autres fonctions qui peuvent être utilisées dans la technologie. Text messaging, social networking, downloading music and video. À certains égards, on voit qu'il y a comme un équilibre entre le travail et le récréatif. Comme par exemple, Internet from handheld device, instant messaging. Par contre, il y a des endroits où vraiment il y a des différences marquées entre les deux. Text message, library system, on voit que presentation software, il y a des différences fondamentales entre comment les étudiants vont utiliser la technologie, soit pour le travail ou pour le récréatif. Ça nous a permis de voir, par exemple, qu'on leur a demandé, étant donné que vous utilisez beaucoup la technologie dans vos vies personnelles et dans une certaine mesure aussi à l'université, dans quelle mesure est-ce que vos professeurs utilisent la technologie adéquatement en classe et vous préparent à utiliser cette technologie-là? Parce qu'il ne faut pas oublier là, que les étudiants qu'on a regardés, on a avec, c'est, was it 124 students? I think it was 124. The previous slide, 124. Donc, c'est des étudiants qui se destinent à l'enseignement. These are student teachers. They're going to go someday out and teach, whether it's at the elementary, secondary, or post-secondary level. So we also wanted them to provide us with information, the training they receive on how to use that technology. Et ces questions-là ici qu'on a pris, on les a pris en lien avec un sondage qui se fait annuellement aux États-Unis. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le ECAR Studies. C'est fait par le EDUCAUSE in the US. They survey post-secondary institutions across North America every year on how university and post-secondary students use technology. So we did use some of the questions out of their survey so we could compare and contrast our results with theirs. Et ce qu'on voit ici, c'est
use IT effectively in courses, on est quand même assez près de la moyenne nord-américaine dans l'étude ECAR, c'est-à-dire que près de 43%, 42,9% des étudiants sondés sont d'avis que les professeurs à l'université utilisent adéquatement la technologie en classe. Par contre, quand on leur demande « Do you get adequate training on how to use IT from your professors? » Nos étudiants, ceux qu'on a sondés, seulement 13,1% sont d'avis qu'ils reçoivent une bonne formation pour l'utiliser, comparativement à 49% dans la moyenne nord-américaine. Donc ça, c'est quand même intéressant et ça nous pose, nous, des questions. Moi j'enseigne dans une faculté d'éducation qui a pour but de préparer des enseignants. Donc des résultats comme ça, c'est assez critique. Donc c'est un signal d'alarme, je pense, en termes de capacité qu'on a en tant que professeur à traduire nos enseignements, non pas uniquement dans l'usage de la technologie, mais dans nos capacités à permettre à d'autres d'utiliser cette technologie-là. Et nos étudiants sont assez critiques de la façon dont on les prépare à utiliser la technologie. They are very critical in how we train them in using that technology. Not just training them in learning from it, but using it. Une remarque sur l'emploi du mot capacité. Oui. Je ne pense pas que ce soit un problème de capacité, c'est un problème de motivation. Ici, les gens sont me, myself and I. Ils utilisent la technologie, ils ne s'en cachent pas. Mais après, c'est de l'altruisme pour le donner aux autres. Vous parlez en tant que Pour les profs? Les professeurs ici? Oui. Oui. Mais nous, de ce que... Évidemment qu'on n'a pas fait d'études sur cette composante-là en tant que telle, mais le son de cloche que j'ai de mes étudiants et aussi de mes collègues, c'est que il y a beaucoup de variations entre les professeurs. Il y en a qui l'utilisent de manière très intensive et il y en a d'autres qui ne l'utilisent pas du tout. De la même manière, il y en a qui préparent bien les étudiants à intégrer la technologie dans leur façon d'apprendre et d'enseigner, alors qu'il y en a d'autres qui vont s'en servir uniquement pour transmettre de l'information. Pareil comme je fais présentement, je vous transmets de l'information via la technologie. So I'm not teaching you how to use that. I'm just delivering it, just like a TV channel. Alors que les étudiants ici s'attendent à beaucoup plus. Ils s'attendent aussi en éducation à avoir une formation qui va les préparer à utiliser cette technologie-là. Et donc, là, il y a toute la question de l'identité professionnelle, the professional identity of these participants. Ce n'est pas uniquement des étudiants en histoire. On ne fait plus appel uniquement à des étudiants qui viennent ici en histoire. Ce n'est pas juste des étudiants qui sont dans un bac disciplinaire. Quand ils nous arrivent, ils ont déjà eu leur formation disciplinaire, ils reçoivent une formation professionnelle. Et donc, à ce moment-là, le regard qu'ils posent sur la technologie, ce n'est pas uniquement en tant qu'usager, mais c'est aussi en tant que futurs enseignants. Ils vont avoir aussi à l'utiliser en salle de classe et à enseigner à partir de ces technologies. Donc, nous, ça nous a interpellés parce que, clairement, ça veut dire que nous, on ne fait peut-être pas un bon travail dans notre capacité et peut-être aussi dans notre attitude par rapport à l'enseignement par les technologies. Mais juste une question de base au Oui. programme de faculté d'éducation. Oui. Est-ce que ça fait partie de la formation? Les étudiants ont ces attentes-là, mais est-ce que Oui, ça fait ils ont partie un du cours sur la programme? technologie, Oui. mais comme je disais, le problème, c'est que they have courses about. So there's a difference of teaching about something and learning through. It's not compulsory either. Non. Donc, ça fait en sorte que je dirais que la majorité des professeurs utilisent la technologie. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils l'utilisent de manière efficace pour permettre à l'étudiant de pouvoir s'en servir par la suite. Moi, je me rappelle, j'enseigne des cours en histoire de l'éducation, et dans les années 70, quand on regarde par exemple la commission royale d'enquête qu'il y avait eu sur l'éducation en 1968, the Hall-Dennis Report, 1968, ça c'était le rapport qui a véritablement changé le modèle d'éducation qu'on a en Ontario présentement. Ce qui devait révolutionner l'éducation dans les années 70, c'était cable television.
Ça, c'était supposé de révolutionner. Quand on lit le rapport, c'est très clair. Moi, je me rappelle, dans les années 70, quand j'étais étudiant au secondaire, il y avait des télévisions dans les écoles. On avait des télévisions dans les salles de classe. Ça, c'était supposé de révolutionner notre façon d'apprendre la matière. Mais ça n'a jamais été une révolution parce que les enseignants, un, ont mal compris la technologie et deux, s'en sont servis pour faire la même chose, pour transmettre de l'information. Let's watch a video. Donc, ils ont transmis avec ça. Alors que les étudiants, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est pas juste de l'information transmise par un canal. Ils veulent être capables de l'utiliser comme utilisateur et aussi d'apprendre comment s'en servir par la suite. Et on voit par exemple que quand on leur a demandé la question « How often do you use the following for search of historical information? » Donc, combien de fois est-ce que vous utilisez ces sources-là pour faire de la cueillette d'informations historiques? En tête de liste, c'est l'Internet. Très clairement, les étudiants vont sur Internet pour faire de la recherche historique. Ensuite, ils vont utiliser beaucoup des sources publiques, comme la télévision, les films. Le University Library System, il est en troisième position. Okay? Et ensuite, quatrième, utiliser des sites historiques. Donc, on voit que ces étudiants-là, ces universitaires-là, par défaut, vont utiliser des sources d'information qui sont vite et accessibles. L'Internet, puis les médias. Et par la suite, ils vont se servir des outils plus spécialisés, soit un site de la bibliothèque ou un site historique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on leur avait posé une sous-question. In your opinion, what is the most important source of information in the history class? The most important is the archive. It's the archive. The internet comes just like way down, and movie way down. Donc, quand on leur demande d'évaluer l'importance des sources historiques en tant que source d'information sur le passé, les étudiants le savent très clairement. Les sources qui proviennent d'archives, les sources qui proviennent de sites historiques, sont des sources qui sont les plus, en anglais on dit trustworthy, donc les sources d'importance. Par contre, quand on regarde la façon qu'ils utilisent, ce n'est pas les sources qu'ils vont consulter en premier. Ça va être d'autres sources. Donc, on voit que les étudiants vont servir de la technologie de différentes manières. Donc, ils servent de la technologie pour faire de la recherche d'informations. Par contre, de l'autre côté, ils vont vous dire que les endroits où est-ce qu'on va trouver ces sources-là ne sont pas nécessairement les sources qui vont être accessibles en utilisant ces médias-là. Et c'est là, je pense, l'importance. Oui? En même temps, comme vous aviez dit plus tôt, c'était possible de consulter des archives sur Internet. Oui, exactement. D'où le lien que je veux faire. You're jumping the gun. That's great. D'où l'importance, je pense, de faire le pont entre la technologie et les sources historiques. Donc, les étudiants nous disent qu'ils utilisent de manière très fréquente la technologie pour accéder à des requêtes en histoire. Mais de l'autre côté, ils nous disent que les sources que les historiens utilisent, étant les plus fiables d'informations, sont des sources d'archives. Et donc, la technologie a, je pense, cette capacité-là de faire le pont, de bridge the gap, entre les deux. Le défi, évidemment, c'est de créer ce pont-là qui va permettre à l'étudiant ou au chercheur d'être capable d'accomplir son travail, soit d'historien ou d'étudiant, en utilisant la technologie de manière critique et responsable. I'm just a little confused who you asked these questions to. So the previous slide, you were asking education students. And in this slide, you were talking about historians, I think. So are you asking the same group of people? These were all BEd students, so they're university student in the Bachelor of Education. And they all come into the program with a prior degree. So they have, you can have an undergrad degree in history, a master's in history. So they all have a background in history, but they're education students. Yeah, because in order to come into that program, they need teachable, what we call them teachable. So in order to be able to teach in the school, they need the background degree. So if they want to teach chemistry, well, they go and take a chemistry degree and then they come to us. Now, because they need to teach two subjects,
most of them don't come with 2 degrees. They come with mixed degrees. So they can take, say, a major in chemistry and a minor in biology. Then they can do science education. In history, same thing. We do have advanced degree in history. Like in my students, I have students with master's degree in history. They're coming, they've done like a B in history, a master in history, they have a thesis, and then they come to me. But I also have students who have like a major in history and a minor in geography and French literature and so on. But they all have a background in history. So when they come to us, they've gone through another program beforehand. So when we ask these questions, they think about it as a teacher, but also as somebody who's gone through the historical thinking process of learning what history is about. Does that answer the question? Perfectly, thank Good. you. Donc, on voit donc là qu'il y a un certain potentiel. Mais souvent, ce potentiel-là n'est pas bien utilisé dans notre façon de comprendre comment la technologie est utilisée, soit pour le travail ou pour les buts récréatifs, et comment, en tant qu'enseignant, professeur dans des domaines disciplinaires, on peut mieux utiliser cette technologie-là pour leur permettre d'avoir accès à du contenu, mais aussi pour leur permettre de comprendre comment, ce qu'on utilise, l'expression qu'on utilise souvent, nous, c'est faire l'histoire, how to make history. Parce que l'histoire, c'est pas juste une question d'apprendre, c'est une question aussi de le pratiquer. Je voyais que, par exemple, en sciences, de plus en plus, on demande aux profs de sciences, learning by doing. It's not just learning the table and so on. You need to learn by doing it, doing the experiment. C'est la même chose dans les domaines des sciences humaines. On leur demande de plus en plus. C'est pas juste une question d'apprendre le récit historique. C'est comment penser. How to think historically. If you teach geography, how to think in geographical way. Maintenant, tous les programmes d'études dans les écoles de l'Ontario, c'est un peu partout au Canada, on enseigne les pensées disciplinaires. Les étudiants doivent maîtriser historical thinking, geographical thinking, scientific thinking. C'est maintenant le but de l'apprentissage de l'histoire. C'est d'apprendre à penser et à raisonner un problème de nature historique. Et donc, la technologie peut nous amener vers ça. Ce qui est arrivé aussi, c'est qu'au même moment où on a vu que les gens utilisaient la technologie pour des buts récréatifs, de plus en plus d'organismes au Canada et aussi à l'étranger se sont investis dans le développement de la présentation de contenu numérique dans le domaine de l'histoire. On pense par exemple au Musée virtuel du Canada, VMC. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec VMC. Le Musée virtuel du Canada, c'est un portail qui est supporté par le gouvernement du Canada. C'est un portail qui permet à tous les sites et musées historiques au Canada de présenter du contenu en ligne via ce portail-là. Et le Musée virtuel du Canada finance annuellement des musées et des sites historiques qui veulent créer du contenu en ligne. Donc, par exemple, si vous faites partie d'un musée, vous voulez créer une exposition virtuelle sur un sujet, vous pouvez faire une demande de financement et VMC, le Musée virtuel du Canada, va attribuer des fonds pour bâtir la plateforme et mettre en ligne le contenu. Everything on VMC is fully bilingual with connection to teachers. Tout ce qui est en ligne doit être bilingue et doit avoir un contenu éducatif pour que les étudiants puissent pouvoir s'en servir pour apprendre sur différents sujets. Et ça fait une quinzaine d'années que c'est en place. Il y a plus de 700 expositions. There's over 700 different exhibits online there on whatever subject you can think of in Canadian history. Tout ça disponible en ligne sur différents sites, sur différents musées. Donc, vous pouvez par exemple avoir accès à un petit musée du bas du fleuve au Québec
ou un petit musée, un site historique dans le nord de la Colombie-Britannique, tout ça à travers le portail. Donc, ça fait une quinzaine d'années que c'est en place et que ça existe. Et à chaque année, on ajoute du contenu. Sur le plan de l'histoire aussi, il y a des collègues historiens qui ont créé un site sur différents aspects de l'histoire du Canada qui sont non résolus, c'est-à-dire des aspects où est-ce que les historiens débattent encore. Unresolved cases in Canadian history. We don't know which way. Historians are still debating. What really happened? What should we think about this? Et donc, on a créé ces cas-là. C'est une série d'épisodes. Et le rôle de l'élève, c'est d'être une sorte de détective. Il doit aller pour enquêter sur la situation. Il y en a différents domaines. Par exemple, Angélique and the Burning of Montreal. C'est un cas sur une Noire qui a été trouvée coupable à l'époque par rapport à un feu qui a eu lieu à Montréal. Et cette étude-là vise à étudier, par exemple, tous les aspects du racisme derrière le procès qui a eu lieu, qui a condamné Angélique en particulier. Donc, on retourne pour étudier ce cas-là. Donc, il y a plein de cas qui sont élaborés pour amener l'élève learning by doing, apprendre à faire le travail en salle de classe. Tout est disponible en ligne. Il y a les musées qui sont derrière ça aussi. De plus en plus, les musées au Canada créent du contenu accessible directement aux visiteurs en ligne. Ça, c'est probablement un des premiers et des meilleurs sites, des sites muséaux au Canada, Pier 21 à Halifax. Ils ont créé quelque chose de tout à fait intéressant avec des expositions virtuelles, avec du contenu en ligne qui vous permet d'avoir accès en ligne à différentes informations. Et probablement le site le plus avancé au pays sur l'utilisation des technologies dans le domaine historique, c'est le musée McCord à Montréal. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le musée McCord, le McCord Museum in Montreal. It's probably the most advanced museum online in Canada. Donc, eux, ça fait presque 20 ans maintenant qu'ils travaillent dans le domaine des technologies. Ils ont créé du contenu dans une interface qui est vraiment axée sur les nouveaux utilisateurs. Tout est en ligne. On a même créé des sections uniquement pour les enseignants qui peuvent utiliser directement en salle de classe. Il y a des activités. On peut créer des comptes. C'est probablement le site le plus performant qui existe présentement au Canada. Et les enseignants peuvent se créer des comptes, utiliser du contenu, télécharger, mettre en ligne du contenu. Ce site-là a été utilisé par plusieurs autres musées au Canada pour comprendre comment utiliser ces technologies-là. Eux ont fait beaucoup d'études. Moi, j'ai travaillé aussi avec eux là-bas. Donc, de plus en plus, on voit qu'il y a des exemples comme ça, comment on se sert de la technologie pour enseigner l'histoire. Rapidement, là, les autres impacts qu'il y a eu dans le domaine de la technologie qui a mené au labo, tout ce qu'on appelle la Cognitive Revolution. L'idée dans les 25-30 dernières années que l'apprentissage, ce n'est pas juste une opération de mémorisation. C'est une opération de construction de sens. Quand on arrive en classe, nos étudiants n'arrivent pas comme des vases qu'on remplit. Donc, ce n'est pas une cruche qu'on remplit. Ils arrivent avec des idées, des conceptions. Et tout ce qu'on enseigne s'ajoute à ce qu'eux ont déjà, maîtrisent déjà. Donc, s'ils arrivent avec certaines préconceptions, bien, nous, on travaille par-dessus ça. Donc, ce n'est pas comme si on les remplissait avec des nouvelles informations.
Ça fait donc en sorte que quand on enseigne, on doit prendre en compte qui sont nos usagers, comment ils apprennent, et aussi avec quoi ils arrivent comme bagage, comme information. La révolution aussi cognitive nous a appris qu'on n'apprend pas uniquement en mémorisant de l'information. Yes, we learn through memorizing content, but we learn far more by being exposed to and learning by doing. Donc, l'idée, c'est de les amener dans un processus de mise en application de l'apprentissage. En éducation, lié à ça, qui a véritablement changé la façon d'enseigner et aussi les nouveaux programmes, c'est toutes les notions d'enseigner, on appelle ça en anglais Understanding by Design, the Backward Design Model. L'idée qu'on devrait toujours enseigner ayant la fin en tête, à savoir où est-ce qu'on veut aller, et on enseigne le but ultime plutôt qu'enseigner au jour le jour, et après ça, on évalue ce qu'on vient d'enseigner. On devrait faire l'inverse. On devrait dire à nos étudiants, voici la tâche finale. Here's the final test. That's what I want you to do at the end. Now I'm going to spend 2 months teaching you how to get there. C'est un peu le modèle qu'on utilise dans d'autres domaines. Par exemple, dans le sport, on utilise ça, ça fait des années. Here's the game. You know how? That's the game. Look at the game on TV. That's the game. Now we're going to spend 1 year to teach you how to get there. Donc, c'est l'idée de leur montrer à quoi on doit s'attendre et comment on va les évaluer. Donc, par exemple, en histoire, c'est de leur apprendre comment faire une recherche historique, c'est comment rédiger un essai, comment faire un récit. Et là, de les évaluer en cours de route sur comment on arrive. Donc, c'est d'enseigner la fin, vers la fin tout le temps. Ils appellent ça backward design, because we're moving backward into the process. Tout ça, ça nous a amené de notre côté à faire des études, à savoir comment est-ce que les jeunes apprennent l'histoire et comment est-ce qu'on peut les aider dans leur façon d'apprendre l'histoire. Donc, ce qu'on a fait, c'est différentes recherches. Recherche exploratoire. On est allé en salle de classe, travailler avec eux pour voir comment les enseignants, d'abord, enseignent l'histoire et comment ils intègrent la technologie. Là, il y en a comme de toutes les sortes. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les enseignants enseignent de la façon dont ils ont appris l'histoire. So teachers teach the way that they've learned. Et ce qu'on fait en éducation, so what we do in education has a very limited impact on what they do in the classroom because most of it they learn through observation. So what you do as university professor has great impact because when they come to us, they've spent like so many years sitting on like a chair taking notes and so on that they think that's the way they need to teach. Donc souvent c'est ce qui arrive. On va en classe et ils enseignent de la façon dont ils ont appris. And I have colleagues who've done work with historians in particular. And they are notoriously very bad teachers in that sense. They teach by lecturing. They lecture. They lecture. Et souvent, ce n'est pas nécessairement de leur faute parce qu'ils ont des grands groupes et bon, ils transmettent la matière. Hein? C'est des impératifs qui sont liés à l'environnement. Le problème, c'est que souvent, nos étudiants vont modeler l'apprentissage qu'ils ont reçu à l'université ou même avant dans leur façon d'enseigner. So they're going to model in their own classes what it is. So as a member, you can go in and have way more lessons. Donc ce qu'on a fait, c'est que dans ce cas-là, on leur a demandé d'enseigner World War II and the Dieppe Raid. Ils doivent enseigner ça, ça fait partie du curriculum. Donc on a dit, ils vont enseigner la Deuxième Guerre mondiale, puis ils vont apprendre sur le raid de Dieppe en 1942. You're not going to teach them, okay? You don't teach. They're going to go through this only. Everything is there. Ils ont des sources primaires, sources secondaires. Ils doivent écrire un essai. They have to write a story about Dieppe. Puis toi, tu vas le faire en salle de classe. Donc, tu vas emmener ton matériel, tu peux emmener des sources si tu veux en classe, mais les étudiants vont le faire uniquement en salle de classe sans technologie. Very interesting study. We compared the two, and I let you guess how they perform in terms of the student. It's very interesting. In terms of pre-test, post-test, the gain score, those who did this gained more in the pre-test, post-test than they did there.
Donc, en termes de... C'était uniquement sur les connaissances historiques. Ils ont appris plus en termes de mémorisation de connaissances quand ils ont fait ça que l'autre. Par contre, quand ils devaient écrire un essai, they had to write an essay, the scores are almost the same between the two groups. So they did pretty much the same without a teacher. Teacher didn't teach. But the essay were same, slightly a higher average, but it was like non-statistically significant. What was statistically significant, though, was that it was the standard deviation. Ce qu'on a trouvé, c'est que les gens qui ont fait l'historien virtuel, au début, on avait un écart qui était beaucoup plus grand, et à la fin, les étudiants étaient plus proches. Il y avait moins de différence par rapport à la moyenne. So the online program kind of streamlined performance, while this one, standard deviation was wider after. So, quite interesting. Oui. Quand est-ce que vous avez fait le post-test? Ils ont fait le post-test un mois après, 1 month after. Donc, ils ont fait le pré-test avant de commencer l'activité. Et ces activités-là, ils prennent environ une semaine. They take about 1 week to do. There's a lot in there. Like they have, all the cases are built with primary and secondary sources. So they look at primary source archive. They're digitized. Le default C'est une bonne idée. Je vais vous montrer, par exemple, on a une leçon qu'on a faite avec le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. On en a aussi avec le CRCCF, ici le Centre de recherche en civilisation canadienne-française. Donc on en a fait un, par exemple, sur les franco-ontariens et la crise du règlement 17. Donc les sources sont là. Sont divisés par catégorie, so they're divided for students, so they understand, okay, primary source can be in books, article, artifacts, photograph, and so on. Donc, par exemple, ils peuvent lire du contenu historique. Have you ever seen Regulation 17? Well, here's a digitized copy. That's Regulation 17. Donc, les étudiants ont accès à du contenu, des sources primaires numérisées. We highlight key passages in there, if they want to, donc ils peuvent lire ça. Mais ils ont également du contenu, des sources par exemple secondaires. Donc on peut leur fournir du contenu additionnel. Comme par exemple ici, on a un article de journal. La reconnaissance historique du fait français en Ontario. So this is a newspaper article. Donc les étudiants ont accès à des sources primaires et des sources secondaires. Et ils peuvent apprendre, learning by doing, en faisant l'activité directement en salle de classe. Donc, ceux qui ont fait le DIEP, ils ont fait ça uniquement en utilisant la plateforme. Le rôle d'enseignant était uniquement de répondre aux questions de l'élève et non pas d'enseigner la matière. Dans cette étude très intéressante, est-ce Oui. que vous avez relevé le temps passé par les étudiants dans les deux systèmes? Oui. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'évidemment, on devait contrôler au maximum les variables. On a demandé aux étudiants, par les enseignants, de prévoir le même nombre de leçons pour apprendre la matière. Donc, on avait prévu 3 périodes de 75 minutes. Finalement, ça a pris 4 périodes de 75 minutes. Évidemment que les étudiants qui avaient cette plateforme-là pouvaient quand même l'utiliser à l'extérieur des heures de classe, voyez-vous. Et nous, on n'a pas le contrôle là-dessus parce que la plateforme est ouverte et en ligne. Donc, un étudiant peut, sur l'heure du midi, après l'école, le soir, travailler. Et d'ailleurs, c'est un but de la plateforme, c'est justement de démontrer que l'élève n'a pas à apprendre uniquement quand il est en classe. Il peut apprendre n'importe où. Il peut s'en servir n'importe quand. Parce que nous, quand on enseigne, moi je suis en génie par exemple, Oui. j'ai 3 heures de lecture pour un cours, on leur dit qu'il faut passer au moins 8 heures à la maison. Oui. Par exemple. Et en fait, les deux approches des deux profs là sont complémentaires, si vous regardez bien. Oui. Parce que le prof donne les grandes lignes, et puis après, on va à la recherche du détail sur les médias. Donc c'est complémentaire. C'est pas à opposer, c'est complémentaire. C'est la conclusion à laquelle on est arrivé, mais pour être capable d'en arriver là, il a fallu isoler les variables. Ouais. Donc on a isolé les variables au départ pour minimiser le rôle de l'enseignant, pour pouvoir justement évaluer l'impact que la technologie avait sur l'élève. Et tout au long du processus, on a eu les mêmes commentaires, parce qu'on prenait les commentaires des enseignants, puis c'est ce que les enseignants nous disaient. Lui, là, I want to teach, il veut enseigner. Mais on dit non, il n'en peut. Alors que lui disait,
can I use some technology? No. Donc, les enseignants, à la fin, ce qu'on a parlé, c'est un blended model. Donc, on doit être capable d'intégrer la technologie dans notre façon d'enseigner, mais aussi de manière à permettre à l'élève par la suite de poursuivre son apprentissage. Donc, on le fait dans ce sens-là, et c'est la conclusion auquel notre étude est arrivée. Parce que dans le cas précis de Dieppe, l'opération de Dieppe, le gars qui va enseigner, il va tout de suite dire pourquoi le Canada était impliqué à Dieppe, parce que Montgomery, au lieu de choisir des Anglais, il a préféré envoyer des Canadiens au supplice. Alors que le gars parle le détail, il va peut-être mettre très longtemps parce qu'il va comparer un soldat canadien avec un soldat anglais, ou voilà. Il va rentrer dans des détails historiques et puis il va voir la réalité des choses, ou la principale chose qu'il y a bien après. Oui. C'est pour ça que l'enseignant a un rôle à jouer. C'est pas qu'on veut remplacer les pédagogues par la technologie, c'est qu'on veut utiliser la technologie pour engager l'élève dans son apprentissage. Et avec ça, on a fait d'autres études. On a fait des études, par exemple, par sondage, pour savoir comment les enseignants et comment les étudiants utilisent la technologie. Je vous ai montré d'ailleurs des résultats. Julie a travaillé là-dessus, sur les étudiants au niveau universitaire, mais aussi sur les enseignants. Je viens de terminer un sondage pan-canadien auprès de 350 enseignants au pays. On en a fait un aussi avec les étudiants pour savoir comment dans d'autres provinces on utilise la technologie dans l'enseignement de l'histoire. La dernière étude que je vais vous parler, c'est une étude qu'on vient de compléter. On n'a pas encore terminé l'analyse des résultats. C'est une étude en laboratoire où est-ce qu'on voulait étudier les comportements usagers. Dans notre laboratoire, on peut étudier l'interaction entre l'individu et la technologie en utilisant des outils comme par exemple les protocoles de verbalisation, communément appelés en anglais Think Aloud. On a aussi des outils d'observation. Donc, on enregistre avec les caméras le comportement de l'usager. Et on a aussi des systèmes d'analyse oculométrique, eye tracking, pour permettre de voir le comportement oculaire de la personne, mais aussi de la souris. Mouse clicks and movement on the screen. Donc, on a fait cette étude-là. La dernière étude, c'est qu'on voulait savoir comment les gens qui reçoivent une formation en histoire ou connexe utilisent des sources d'informations historiques en ligne. Et on s'intéressait, entre autres, à toutes les questions de ce qu'on appelle en anglais « digital literacy skills », donc les connaissances, mais aussi les compétences des usagers à être capables de lire et comprendre de l'information en ligne. Digital literacy skills. Et donc, il y avait une expérience où on leur a demandé d'aller sur un site, c'était une exposition virtuelle sur les pensionnats autochtones. Donc, on n'a pas créé l'exposition. It was on residential schooling, built by the Hope Foundation. We didn't build any of that. We only took the platform because it was available, and it was something recent created that we wanted to use as a test. OK. Donc, on a utilisé ça pour voir comment les usagers se comportent en utilisant la technologie en ligne. On a utilisé un protocole qui s'appelle un WebQuest. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec les WebQuest. Un WebQuest, ce que vous faites, c'est que vous assignez un endroit ou un environnement. Ça peut être Google. Dans notre cas, c'était un site. Ça s'appelle Where Are the Children? C'est une exposition virtuelle qui est disponible au public, qui a été créée par la Fondation pour l'Espoir, Hope Foundation. Et le site est une exposition. C'est un virtual exhibit, une exposition en ligne. Et à partir de là, on avait une série de questions. C'est des questions ouvertes. Et l'usager est libre de faire ce qu'il veut pour trouver l'information. Donc, on le guide dans sa recherche uniquement avec des questions ouvertes. Et il doit répondre sous forme d'interaction avec l'environnement et l'exprimer de manière verbale pour qu'on puisse enregistrer son verbatim, sa façon de penser et aussi voir à l'écran comment ça fonctionne. Et je vais vous montrer, par exemple, certaines informations qu'on a recueillies à partir de là. Il y avait, par exemple, sur le site, à analyser des sources historiques, des photographies.
de différents pensionnats autochtones au Canada. Donc, on leur demandait d'aller consulter la section de l'exposition où est-ce qu'il y avait des sources iconographiques sur les pensionnats. Et on leur disait, allez consulter ces sites-là, puis décrivez-moi le type d'environnement et d'éducation que ces gens-là ont reçu à partir des sources. Et ce qu'on a découvert, c'est que les étudiants ont différentes compétences pour être capables de lire l'information en ligne. Ici, je vous présente ce qu'on pourrait appeler un Low Historical Literacy Reader. Un étudiant qui... ça, c'est son analyse oculométrique. That's the eye tracking of the student on the screen. What's in red means more focus, more attention. What's in yellow means less. What's in green, even less. And what's around it means nothing. So that student focused primarily on that particular aspect of the visual. This is how he acquired the information. That's one student or a compilation of all students? That's one student. That's one student that we could call a low historical literacy reader. Look primarily at the student on the board, very little on the top description, and absolutely nothing on the description at the bottom. As a historian, the first thing you go through is that, what is this about? Who produced it, when and where? These kinds of things. Very little here. Look primarily at the photo. But do you not have to look at that in comparison to other students and Yeah. then find an average of how it was looked at? Yeah. That's the actual eye tracking of the student. The green line is the eye movement. So it's a sequence of dots on the screen. While the dots here are focused areas where the student did spend time fixating a particular area. Here, the lower number is the duration of the fixation, 0.2 seconds. You may say, well, 0.2 seconds, that's just like very quick. No, we acquire a lot in 0.2 seconds of information. Actually, we acquire in the 0.02, we do acquire stuff. So 0.2 is an extensive amount of time to acquire information. And the first number is the sequence in which the student did the eye tracking. So number 1 is behind, number 2 is here, 3, 4, 5, and 6. So you see that we don't necessarily read a visual in the same way that we read a text. A text, you start because there is a coding system all the way top corner, and then you just move down like this, and then sometimes you may go back, but there is a pattern. With a visual, online, things are more complicated. Because everything happened all at once. Everything is there. So where do students start reading when you read these kinds of things? You start top corner, left, bottom, middle, where do you go? Donc on voit ici que cet étudiant-là a commencé là, il est allé comme ça, plus de lecture en bas et en haut. Donc, l'étudiant a fait naviguer, il y avait 10 photographies comme ça, où on leur demandait d'expliquer quel type d'environnement et d'éducation les élèves avaient reçu dans cette école-là. Cet étudiant-là a passé à travers l'ensemble des composantes visuelles de la même façon. Et cet étudiant-là aussi a passé un temps minimum sur chaque page web d'information. 5 seconds on average on each page. So the purpose is to, for this particular image, to Yeah. arrive at a pattern of absorption of the information that's there. Because any other image, you'll get something totally different. Exactly. Okay? And so, We were not looking at a pattern. What we want to know is, how do people acquire and make sense of those informations? well, of this information, because you can't make a general rule about absorption of images. You can say something about this image, Exactly. but another image will give you a different pattern. That's why for each participants, they had to look at 10 different images. Okay? And so for each student, we did look and compare how they looked at the other 9 images. So that's why you can call that a low historical literacy reader? Because this they one, do we this. combined the 10 Okay. So, images together. so they're in the lower quintile. Yeah, and what is interesting is that
Students do come to these tests, I told you, with prior knowledge and ways of thinking about. Usually, the student, it could change, but usually the way that they perform in one, like duration, for example, was indicative of the other one. So if they spent, I'll show you a high literacy reader, who spent on average 25 to 30 seconds per image. It's rare that this person would move from 25 to 5. They would stay on that 20-something gap. While these kinds of students would spend quick information retrieval. Just Would, like would the same amount of retrieval come for the same time period? I mean, would all of them retrieve about the same amount in 5 seconds? well, what is interesting is that the less time that they spent here, the less they were able to connect the different parts of the visuals in the form of a text. Like, obviously, if you look primarily here and not at the rest, it's difficult to know more about what this text means about this classroom, because you spend much of your time here very rapidly. So, in the visuals, often the websites have different information everywhere. If you locate your area of focus in one sector only, you're unlikely to connect the other parts where you can retrieve information. Let's look at another one. That's a more advanced form of reading that same image. You see that there's an extensive amount of time spent on the description and then on different parts of the visual. So that reader has been able to connect the visual with text and with other parts within the visual. Si on regarde, ça c'est son eye tracking. You see it different in terms of the eye tracking? The pattern is very different. And actually, we had many different patterns. Even for high achieving in a reader, this pattern was different for different students. But what remains the same is the extent to which they connect different parts of the visual together to acquire a meaning. That's what makes it more powerful. They connected the description with the text and with different parts of the text together. Wait. So what I'm not understanding here is how this would be different in an online environment and in a like in an analog Yes. environment. Like how would the eye tracking differentiate when one is looking at this image on a computer screen versus on a table? Exactly. Do you have that kind of data? Well, we didn't do it on paper. I'm just showing you the section where we did look here just at the visuals, but they have like question which is about the website, other parts of the websites. And this was, I'm just showing you the visual, but this is part of a larger screen of the website, right? Yeah. So, yeah, that was my question. So Yeah. is this the page they're looking at, or is this a section of the page they're looking at? The page is bigger than that. So they So did. there are other images? No. Okay. What you have on top here is the toolbar and things like that. But that's the only They have one image per page. page, okay? So would you take this to mean then that if you were to examine Yeah, students on what they've learned, you shouldn't put a time limit on their ability to look at an image? right. You cannot say that because they did spend more time, they're more advanced reader of this kind of historical information. But if you took this person, who Yeah. obviously, you're looking at Yeah. 3/10, 4/10, and almost all of those stops. Yeah. If you restrict them to a total of only, a minute or Yes. Right. a few seconds, are you disadvantaging the person who is the higher Because literacy? the other one had the same amount of time as this guy. This guy spent more time than the other, but neither of them was given a limit. It's an open, WebQuest is an open search environment where they can spend as long as they want. They can go. But if we were to use this as part of an exam, for Yes. instance, Yeah. then it should be open-ended so that it's within reason. Right.
The thing that could actually impact in some way the duration of the fixation is the fact that they were required to do think aloud at the same time. So I don't know if you've ever performed a think aloud, but you have to express verbally what you think. So obviously when you read, they were saying, as they're reading this, they have to say it at the same time. And the brain and the eyes, in particular, function faster than we speak. And often we see it because there is a décalage between what they read and what they say. When we look at the eye tracking, because these are recorded in videos, so we see their eyes on the screen. And when they say aloud, their eyes are no longer on the words they say. The eyes are way further, because it takes more time to process and then say it orally than they see it. So there's always a décalage between the two. So by having them do the think aloud forces them to do it in a more systematic way and then express it. But it was the same for all though. Everybody else had to do it the same. They had to express it. So what do you infer by this? What does this mean? Okay, next slide. What we found with this is that there are at least 3 different levels that we can use based on, not just on the slide that I showed you, but overall on the performance of these participants. The reader that I showed you in the first slide in particular tend to look at online information as given, as facts. They look at the computer screen and they think that what's there is not a construct. It's information. In the same way that they would go to a newspaper, anywhere else, this is information. In history, that's a problem. Because everything is a construct. And the photograph is a construct because somebody took that photo. What you don't see is the click of the camera. There was somebody behind the camera taking the photo for a purpose. And what you see is just that angle. You're missing that. And it was constructed to show that at a particular moment in time. So I remember in my undergrad class saying that before you study history, study the historian. Because he's the one writing it. Well, before you study the picture, study the photograph. Where is it coming from? Who took it? For what purpose? Was it propaganda? Was it created by the school to show some particular vision of the school? That's what historians do. People in this model here, they see this as pictures of the past. They go and they just retrieve whatever they see. They don't go behind. People in this group also have problems contextualizing those sources. They don't understand that the description at the bottom will tell them information about who took it, when they took it, where is it archived, etc. All the information that would tell you, okay, this is coming, say, from a particular religious school, and the photo was taken by federal authorities. Well, then historians start connecting the dots. See? The date it was taken. Was it in 1905 or in 1956? Well, that makes a big difference in history. People in this group, they have problem understanding that from the website they could retrieve different information that they could use to infer meaning out of it. In terms of reading strategies, the reader in this category has limited power to analyze the source. The power is primarily on the visual to the reader. It's one way. The reader is there to look at the information and get it. Reading is one way, and there is very limited intertextual reading. What is intertextual reading? How to connect different parts of the text together. People in here, they get information maybe in one place or in another place, but they don't get an overall intertextual connection of these elements. And they have also limited hypertextual reading between the image and the other parts of the sites.
What you did not see was the think aloud of that student. The people who spent more time reading, they not only spent more time reading, they also spent more time thinking and expressing, because they were connecting the images to other parts of the site. So when they saw that photo, they were also connecting it to another web page that they had seen before. But the low-performing reader, often they see this as disconnected blocks. Here's the pages of information. Here's another page, here's another piece of information. They don't see how they fit together. When you did this, did you change the order of the pictures so that you got some balance in terms of how an individual would respond to an image, depending where it was in the order of presentation? The questions were all in the same order, but they could click anywhere to read the photo in whichever way they wanted. Now, most students, though, went through it by looking at each photo one by one. Okay? But they could have gone in any way. There was no indication on how they perceived. The only indication was that this question came almost at the end of the protocol, not at the beginning. So when they looked at this, they had gone through almost 30 minutes of going through the website. Now what's interesting is that the low historical literacy reader did not necessarily connect what they had learned in the other parts of the website to this. They just look at each bit individually. It's like a puzzle, and you look at each piece of the puzzle, but you don't understand that at some point they fit together. While the participant in that category were more critical. They look at the photo, but they said, wait a minute, this is not a window to the past. Somebody took that photo for a purpose. And before we analyze just the facts, we need to look at the edges of the photo and behind the photo as well. So these are the kinds of things that we found. Not just with the photo, but also how they look at the other pieces of information. And sorry, Yeah. of that particular experiment, how many students were done for that particular piece? We did it on 2 years. How many students? Okay, let me see. I There must have been between the 2 years approximately 20. I think between the 2 years, Mhm. approximately. Yeah, I 20 think. students? Yeah. And how did they all lay out on the grid between column 1, 2, or 3? Were most of them low end, most of them mid range? Very few are here. Very Very few. few were there? You know who are here? We had 2 university professors. Really? And they ended up here, but not just here. Here as well. What's interesting is that people are not in boxes. They overlap. Even the historian ended up here at some point. But they spent most of the time here. Students navigated between the 3 protocols. Now, what's interesting, that will be very interesting to you. The students who have degree in history, master's degree, advanced, honors bachelor degree in history, there are more here. Students with limited history background were more here. They look at the website more as a site of information that they could retrieve. While the other ones were more critical reader. Now remember, this is a test for history. Maybe if we change the test for something else, then it would perform differently. But there are critical readers outside the discipline of history. Yes. So there's But a lot the of fact- analogy between if you're historic. Anyway, Yeah, maybe but some of the questions here are more about how they analyze the source as a piece of historical information. But a critical reader in general would move in that direction. And that's one of the things I want to talk about, is that prior knowledge assumption shape users' engagement. When the students come to the task, they don't come as empty slates. They come with experience, skills, interest, and this shapes how they interact. One of the things that did help the historian, it was a virtual exhibit. The historian, that's the website that they were going through. This is the, it's not, they have the flash. They went through the flash version of it.
So that's the still image. It's what they have it back in. The historians, the students with a history background, understood that it was a virtual exhibit. Now, what's a virtual exhibit? It's an exhibit created by the designer to provide a historical account of a particular aspect of the past using a text, a narrative, supplemented with different kinds of information, primary source, secondary source, and so on. In other words, it's a story. Most of you might have gone to a museum. If you go through an exhibit, what do? I mean, you just go through the museum exhibit, right? And it's chronological. You move from here, there, and then there's a storyline, and then you have information on the side. Virtual exhibits are designed like this. It's a story. They tell the story of kids in residential school. And this story is in text, supplemented with visuals, with interactive element, movies, and so on. The student in history understood the medium. Most students. More than the other students, they understood that it was a virtual exhibit. Other students went to that site thinking more as an open space, whether it's Google or something like, this is new, that's the American Archives, new model. Look at how they present their information. It's called the Digital Vaults. Now they work it, I'll show you how it works. You go from a starting point, and then you branch out, okay? You can go in any direction you want, it's semantic. So you start with a topic, the moon, and then you branch out. So if I click here, it branch out, okay? A spider web. That's very different from a virtual exhibit. Virtual exhibit is a storyline. So the student who did not understand the nature of the environment in which to perform could not necessarily understand how the content was structured within that environment. So that's serious application for how we use as teacher, but also how we teach students to use information. Different web platforms require different reading and searching strategies. If you in history expect students to learn by going online, as I do, I tell my students, go and search it. If they don't understand the back-end structure of that environment, well, here's what you end up. These are the quotes from students. My first instinct is to go to some sort of menu at the top, and there's not much here. I wouldn't go in through help, and I wouldn't go for the forms, but it all seems to be under home. After coming in here a couple of times, I could probably figure out what I'm doing or where to go. Here's another one. Yeah, I think it would be less time consuming if there was just a list, and also on this sort. Does the Mohawk Institute exist? They had to look for Mohawk Institute, couldn't find it. Where's the list? Same thing. Peut-être ce qui manquerait, c'est un index. Je sais pas, un index où je pourrais voir toutes les informations. Where's the damn index? They kept asking me, where's the search tool? Why is it? Why did they ask this? Because they're trained to look at information online, but where do they go? They Google it. A virtual exhibit is not a Google site. It's not a database. It's not semantic. It's a story. So when we ask them even open-ended questions, often they look for a place to go to put in some keywords, search engine, and so on. And they didn't find that. Others were happily surprised. Lui, il dit, la première chose qui m'a frappé, c'est que dans le menu, quand on glisse au-dessus d'un thème, il y a une petite explication de ce qu'il y a. You know what he's talking about here? When you roll your mouse over a menu, you have a pop-up box. En technologie, ils appellent ça comment? Un mouse over. Ouais, mouse over.
Donc, avec la version Flash, with the Flash version, you have that kind of interactivity. So that student said, that really helped, because I had no clue. By rolling over, things pop up, right? Oh, so that's good. So at least I have more information. Here's another quote of a student showing how prior knowledge affects everything. We asked them, could you find the Mohawk Institute? There is a residential school called Mohawk Institute. Find it, and you have survivors there providing oral accounts. So just find it and give us, these accounts. No more than that. They go and search. One student says, the question about the Mohawk Institute, I kind of roughly know where the Mohawk territory is, or was. I was able to figure that out on the map pretty quickly. He says, Mohawk Institute, okay, there's a place called map. You click on the map, scroll down, southwestern Ontario, here it is. Some students spent like 15 minutes on the website they just could not find that student. Does Mohawk Institute exist? Where is it? Prior knowledge. That student had no clue Mohawk Institute. Where's the Mohawk territory? No clue. So prior knowledge actually has a direct impact on how you can locate information. And effectively, that student took like a minute. Bingo, he had it. Next question. The other student, we let them go through, and at some point, like they're lost. Can you help me? No, just go try. Try. They couldn't find it. So the information that the student brings has an impact on how they're going to search. In that case, the student knew in his head that the Mohawk territory was somewhere in southwestern Ontario or Quebec. So the best place would be to go on the place, like a map where he would find it. So we click on the map, and here it is. So you see? So the search strategies of students are informed also by their prior knowledge and assumption about the different questions. Does the preponderance of the availability of a certain type of information influence the learning? I mean, is there a way to pick out the person who can discriminate between or among the information sources that are available to come to a better understanding of what the situation is? And residential schools would be a good one. It's very hard to find sources that are positive about residential schools, but they do exist, and there can be a case made that this wasn't as awful as it seems. Yet in most of the sources, I imagine they're pretty negative. Obviously, that environment that I showed you was created by the Hope Foundation, which is a First Nation organization. So the story detailed is not the story of the religious community or the state. And that's why I tell you that students who go through that virtual exhibit need to understand who created the site and for what purpose and how it's framed. If they just go there on the fact retrieving contest, as if they were going on a Google search, they want to understand that this is value-laden, this is structured and constructed. So that's why as teacher, this is where I'm really interested. As a teacher, we just cannot assume or tell our student, go online, find it. Or go on this website and find it. No. Because each environment has its own way of structuring the content. This is very different from the National Archive website. They're very different. So that's why, for example, when we create our lesson, we do actually have a lesson on residential schooling. But for teachers, we kind of construct the lesson for them. We just don't let them go out. So there is always at least two perspectives presented. So if you go on the lesson we created, you're going to get the perspective of the student, of the adults, the parents, the government, but also you will find in here a video clip from the perspective of the priest who believed that they did good. It was good education. And he's actually going counter what the evidence are showing now publicly about
how harmful was the residential. It's going the other way around. So we're providing students always with multiple perspectives. So students understand that history is just not just one side. They need to look at both sides. We do that here in our lesson. But when we let our students go out on the web and say, go and search, they may not necessarily have that capacity or ability to make that distinction between the different sites they're navigating. Other question? Christian? So that's the kind of things we're doing at the lab. Now, as I said, we've just started it like a couple of years ago. We're doing more and more with that. But what we're interested is not so much in trying to find a very specific way of doing things or a pattern that this is how people learn. Actually, we're finding that things are far more complex because what's available on the web now, for example, in terms of eye tracking, is suggesting that people have reading patterns, that they read in particular ways. They start there. There is like the F shape, for example. You know the F shape? People start reading, they look at the top, then they go down, and then they go right, left, and the more they go down, the less they read. So it's more like an F. But there's a whole other level of so-called reading and the arrangement of data. So if you look at, particularly with the app world, Yeah. they have to do certain things that you don't need to do on a larger screen. Yes. And so if you think of something like Zeit or some news, and the structure of the site and the use of technology is a kind of reading, a capacity to understand how Yes. information is arranged. Yeah. You look at that beyond simply the square page and look at navigation, and also, given the nature of the changes in the mobile, for instance, Yeah. readers will become accustomed and learn different strategies for reading. Right? Reading isn't a static experience. You learn how to read, and Yes. this is influenced both by the reader Yeah. and by information design. So if you look at that, it's a dialogue, really. Yes. It's a large dialogue. Yeah, it is. So if you look at that shift, you We haven't, but Julie is actually working in digital history, so she's interested in how reader makes sense of different forms and genre Right. of text. I come from a disciplinary background, and we had the article we wrote about historical literacy actually suggests that often we teach those literacies, plural, in distinct way. What you just described is more a technological literacy, how to navigate an application. But that's just one element. Yeah. You need the disciplinary literacy to make sense of that environment. Otherwise, this is just content. But content is there for a purpose. So a historian will read this in a way different than a chemist or a biologist because of their background and ways of making sense of content. So what we're saying is that we need multiple literacies. And often we teach them separately. We teach them the technological literacy. Here's how to navigate a site. And then we teach them the primary source literacy. Here's how to read a photograph. But we don't integrate them in a meaningful patterns of how, in the digital world, whether it's with this or with this, they need to integrate that to make sense in powerful ways. Because the goal is to empower the reader. In the end, we need to empower the reader. Good. Thank you. Thank you.